Et j'aurai le plaisir d'accueillir, et qui sont déjà à côté de moi, à la fois Madame Bernadette Fougerousse, qui est la directrice régionale adjointe de la Directe au sein de Auvergne-Rhône-Alpes, également Madame Aube Pouchin, qui est inspectrice principale à la DGFIP, et Madame Marie-Jo Gombert, qui, elle, représente l'URSSAF et qui est la directrice territoriale du Puy-de-Dôme. Revenons sur, revenons sur ce format. Ce format s'adresse à un secteur en particulier qui sont les cafés, hôtels, restaurants. Nous avons souhaité faire un webinaire et la pertinence d'un webinaire, c'est que celui-ci est en direct, vous permet d'intervenir à travers un dialogue que nous avons entre vous et nous, des questions que vous pouvez poser. On appelle ça un chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les récupérerai, les poserai à nos intervenants. Ce webinaire, non seulement il est en direct, mais également il est enregistré. Ce qui veut dire qu'il pourra être réécouté en permanence sur les différents sites que sont le Facebook de votre chambre du Puy-de-Dôme, LinkedIn, Twitter, YouTube sur la chaîne de votre chambre de commerce et également sur le site internet de votre chambre de commerce. Ainsi, j'ai presque envie de dire que 24 heures sur 24, vous pourrez réécouter ce webinaire et réécouter les accompagnements que nous proposent les services de l'État. À prendre en compte, bien entendu, que les informations que nous vous donnons aujourd'hui correspondent aux informations que nous détenons et que les services de l'État détiennent. La durabilité de ces informations peut changer. Cependant, vous avez l'accès au site de ces différents services, donc à la fois la Directe, à la fois la DGFIP et l'URSSAF, pour les actualiser. Et dans les interventions que j'ai demandées à ces trois dames, c'est bien de donner l'essentiel. Elles ne pourront pas rentrer dans le détail car il est extrêmement dense, mais par contre, vous aurez les différentes portes d'entrée qui vous permettront d'aller chercher une information qui peut vous intéresser de façon particulière. Voilà, au-delà de ces éléments-là, il est à souligner que votre chambre de commerce, dans toutes ces campagnes que nous avons vécues, je pense à la campagne du Covid-1, le premier confinement, voire le deuxième, nous avons une solidarité et une habitude de travailler avec les services de l'État qui ont permis d'accompagner les secteurs qui sont en souffrance, à la fois avec le téléphone de la chambre de commerce 04 73 43 43 43, qui est aussi une capacité à vous orienter sur les services de l'État. Donc si à un moment donné, vous n'arrivez pas à retrouver une adresse d'un des services de l'État, vous savez que, étant donné que nous sommes partenaires, nous chargeons de renvoyer vos questions et vos interrogations aux services qui sont présents ce soir. En termes de webinaire, nous avons déjà réalisé un webinaire sur le PGE avec des banquiers locaux, je pense au Crédit Agricole, je pense à la Banque Populaire, je pense au Crédit Mutuel et à la Caisse d'épargne. Voilà, ce PGE, ce webinaire sur le PGE a été de très nombreuses fois écouté. Nous arrivons à valider le nombre de fois où vous vous connectez pour revalider ces informations et pour être à l'aise avec cet accompagnement que fait l'État, accompagnement extrêmement important. Nous faisons également des lives. Ces lives se font sur les différents territoires du Puy-de-Dôme. Nous avons déjà réalisé un premier live Facebook avec le soutien d'un journaliste qui s'appelle Marc-Alexis Rodjoffre. Rendez-vous de l'économie de nos territoires. Nous avons déjà fait cela sur le territoire de Thiers-d'Or-et-Montagne. Nous l'avons fait également avec Chavanon, Combrailles et Volcan.
Et ce jeudi, j'aurai le plaisir d'accueillir Frédéric Bonichon, qui est à la fois élu régional et président de la communauté de communes de Rion-Limagne-Volcan. C'est une occasion de travailler avec chacune de ces communautés de communes et de souligner bien sûr leur capacité d'attractivité et les soutiens qu'elles apportent à l'ensemble des secteurs économiques et de créer un véritable dialogue entre nos concitoyens et les Comcom, et la Chambre de commerce est très heureuse d'être un liant avec ces secteurs. Le mois de janvier-février nous donnera également l'occasion de travailler avec la communauté de communes de Issoire et avec M. Bertrand Barrault. Et nous avons programmé ces grands rendez-vous tous les 15 jours avec les territoires qui font la richesse de notre département du Puy-de-Dôme. Revenons à notre webinaire. Mon rôle va bien être d'être gardien du temps et de donner au service de l'État le temps nécessaire pour faire passer les informations qui vous intéressent et pour relayer, quand vous nous aurez envoyé des questions, relayer ces questions. Voilà, je ne sais pas si notre ami Alain Grégoire, élu de notre Chambre, a pu nous rejoindre. Il était question qu'il nous rejoigne en visio. Voilà, on est en train de valider ces éléments-là, mais tant que Alain n'est pas là, je pense que pour conserver l'excellent timing que nous avons, on est en train de me faire signe sur notre équipe. Alors, vous dire que l'équipe qui est en train de travailler et qui fait cet enregistrement et qui travaille, ce sont des salariés de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme qui se sont, force est de constater, professionnalisés au regard de la pandémie. Et tous, autant que vous êtes et que vous nous écoutez, vous êtes aussi sur cette logique de digitalisation. Ce qu'on peut se dire, c'est que le Covid, cette pandémie a accéléré ce qui était déjà en place, c'est-à-dire cette nécessité d'être digitalisé. Je pense à nos commerçants qui aujourd'hui sont à la fois en présentiel et qui, en phase de confinement, peuvent travailler sur la partie digitale. Une chose est sûre, c'est que, alors, parler du monde de demain ou d'après-demain, mais le digital est rentré en force dans notre vie professionnelle. Et la seule chose que je peux vous inciter à faire, c'est formons-nous et formons-nous également avec de belles entités que vous avez sur le territoire du Puy-de-Dôme. Je pense à CCI Formation, qui est le deuxième formateur après l'éducation nationale en France. Je pense également à l'Institut des métiers que nous co-gérons avec la Chambre des métiers et qui est un élément sur l'apprentissage. Et puis vous avez un autre organisme dont nous sommes extrêmement fiers sur ce territoire, au même titre que les deux autres que j'ai cités. Je pense à notre école de commerce qui participe également à former nos concitoyens pour qu'ils fassent face aux enjeux économiques auxquels nous devons nous préparer. Donc, je vais donner la parole, je pense, à Bernadette Fougerousse parce que je ne vois toujours pas Alain. Il est par téléphone, normalement. Alain Grégoire, est-ce que tu nous entends? Alors, certains diraient que c'est le grand bonheur du direct, mais en plus, là, vous le voyez. Je vous entends parfaitement. Parfait. Alors Alain, j'ai mangé du temps pour te permettre de venir. Je redonne les éléments. Alain Grégoire a la particularité d'être pour nous un homme important pour la pertinence de son propos. Il est à la fois élu de votre chambre de commerce, il est président de la commission tourisme au sein de la chambre de commerce, mais également au sein de l'UMI, qui est un syndicat professionnel qui réunit le monde de l'hôtellerie-restauration. Et je vais demander à Alain d'intervenir pendant 7-8 minutes pour ouvrir le débat et peut-être également pour nous faire une projection de l'aide
de la région, donc l'aide de Laurent Wauquiez à ce secteur en particulier. Vous ne le verrez pas, vous l'entendrez, car il est en audio. Alain, la parole est à toi. Merci. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi de ne pas être là en visio. J'aurais bien aimé, mais quelques soucis techniques de dernière minute. Claude Barbin, président de la Chambre, m'a proposé d'intervenir quelques minutes. Donc je vais avoir des propos les plus pragmatiques et les plus opérationnels possibles. 3 points. Le premier, au titre de la Chambre de commerce, nous avons réalisé depuis le premier confinement un travail pour les professionnels, pour les ressortissants de la Chambre, avec les services de l'État, en combinaison avec les services du Conseil régional et d'autres structures, afin de valider et sortir des plans de relance après le premier confinement, et puis commencer à travailler un plan de relance à la sortie, nous l'espérons tous, de ce deuxième confinement que nous espérons le plus court possible. Donc un merci d'abord aux services de la Chambre qui ont travaillé dans cette configuration, et puis également aux ressortissants, puisqu'on a fait des groupes de travail avec vous, les professionnels, pour essayer de construire des choses pragmatiques et opérationnelles. Claude Barbin précisait, j'ai une casquette également au niveau de l'UMI, puisque ce webinaire est intitulé « Aide pour la survie » pour les professions des cafés, des hôtels, des restaurants, des discothèques, des traiteurs, des bowling qui sont dans ce registre d'activité. 2 points. L'UMI, c'est effectivement, comme le rappelait le président, c'est l'organe principal tant au plan national que régional et départemental pour représenter les professionnels. Pendant ces périodes de Covid, qu'avons-nous fait? Beaucoup de choses pour les professionnels, même si on peut parfois se dire qu'en termes de résultats et de solutions, on peut attendre toujours plus, et j'en suis le premier convaincu, mais des négociations longues, fortes, structurées avec l'État pour élargir les périmètres du Fonds de solidarité, pour négocier avec Bercy en visio régulièrement au plan national les reports, les exonérations de charges, également sur les aspects des mutuelles prévoyance, et également, comme vous le savez, un combat légitime qui n'est pas arrivé à son terme concernant les pertes d'exploitation des entreprises de nos TPE et des PME de notre secteur d'activité. Et puis, dernier point, une fédération professionnelle, c'est également une instance syndicale. Et naturellement, ces dernières semaines, nous défendions, et encore ces derniers jours, et hier à Paris, nous étions 10 000 pour se faire mieux entendre et accroître les mesures d'accompagnement nécessaires pour la survie de nos entreprises. Bien, après ces propos, nous avons travaillé avec Claude Barbin en concert entre autres avec le Conseil régional. Vous l'avez tous vu dans le cadre du premier confinement, pour valider un plan de relance assez fort et puissant, même si chacun d'entre nous peut se dire c'est pas assez, mais c'est beaucoup. Personnellement, je suis hôtelier dans le massif du Sancy. Je préfère être entrepreneur en Auvergne-Rhône-Alpes, je le dis souvent, qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Les centaines de millions d'euros qui ont été fléchés concernant le secteur du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration ont du sens. Et il est nécessaire quelque part que le deuxième plan de relance, sur lequel je vais avoir quelques propos plutôt précis tout à l'heure, aille dans le même sens. Et sans évacuer naturellement l'aide et le plan de soutien plus mesuré, certes, à sa taille, de Clermont-Auvergne Métropole. Alors, sur ce deuxième confinement, le Conseil régional donc, a travaillé conjointement avec la CCI et les fédérations professionnelles, telles que l'UMI, pour essayer de cibler les aides complémentaires et additionnelles à celles proposées par l'État. 3 aides concrètes. La première, et qui sera sur le site du Conseil régional, qui vous donnera des renseignements beaucoup plus précis. Alors, le site internet du Conseil régional, où vous pouvez trouver
l'ensemble des éléments dans les jours qui viennent, parce qu'à l'instant que je vous parle, pour l'instant, il n'y a rien sur le site, mais l'adresse du site, c'est ambitioneco.auvergne-rhône-alpes.fr. C'est la clé d'entrée pour les aides du Conseil régional. Donc, 3 types d'aides. La première, sans être trop long, c'est la prise en charge de manière rétroactive de nos investissements que nous avons pu effectuer depuis le 1er janvier 2020 à hauteur de 25% de ces investissements et jusqu'à un plafond de 5 000 euros. Dit autrement, comme l'a rappelé Laurent Wauquiez, pour ceux d'entre vous qui étaient dans les visios qui étaient ouvertes à tous les professionnels d'Auvergne-Rhône-Alpes il y a une dizaine de jours, c'est toute nature d'investissements qui ont été faits dans nos entreprises, que ce soit des investissements mobiliers, immobiliers, structurels, organisationnels, qui ont fait l'objet de factures, naturellement, comme tout investissement, prise en charge jusqu'à 25% et jusqu'à un plafond de 5 000. Deuxième aide, une aide fléchée plutôt pour les restaurants, les bars, qui ont une activité éventuellement de nourriture, de 5 000 euros pour tous les investissements spécifiques au développement de la vente à emporter. La vente à emporter, ce n'est pas un pis-aller en soi, c'est une manière de réaliser un chiffre d'affaires modeste, mais qui peut permettre éventuellement de couvrir partiellement les charges fixes qui sont inhérentes à notre activité pendant une période de non-activité, de confinement. Donc, deuxième aide. La troisième, c'est une aide de 1 500 euros pour le développement du commerce en ligne. Ce qui est pris en charge, c'est tout ce qui a permis à votre site internet, à l'élaboration de réseaux Facebook et autres supports digitaux, de manière à apparaître sur la toile et à conforter votre position. Donc 1 500 euros pour toute aide concernant le développement du commerce en ligne. 3 aides concrètes. Elles sont cumulables, ce qui fait que quelque part, une entreprise pourrait percevoir, un hôtel-restaurant ou un restaurant, 11 500 euros d'aide sur les différents engagements, investissements qu'il a pu réaliser. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, alors nous ne sommes jamais favorables à l'endettement, puisque ça creuse quelque part nos déficits, mais quand même un effort de la région, puisqu'elle propose un prêt à taux zéro, jusqu'à 30 000 euros, et avec le bonus intelligent que ce prêt est garanti par la région. Donc on ne fait pas appel à des garanties de type caution personnelle ou caution du dirigeant. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ce prêt a un différé de remboursement de 2 ans. Ce n'est pas la panacée, mais c'est un plus quand même qui peut permettre d'avoir une bouée d'oxygène sur nos trésoreries pendant une phase qui n'est pas négligeable. C'est une enveloppe au total de 50 millions d'euros que met en place la région pour nos entreprises. Donc tout sera disponible sur le site que je vous rappelais tout à l'heure et qui vous permettra de flécher ces aides et de venir conforter autant soit peu vos entreprises dans ces moments particulièrement difficiles. Pour conclure, et je serai pas long, moi j'aimerais saluer l'investissement des personnes qui participent à ce webinaire. Il faut savoir que tant l'URSSAF, tant la Directe, au niveau de l'UMI et la CCI, nous avons une collaboration extrêmement étroite pour chercher parfois des solutions à des cas particuliers, pour rechercher des convergences quand c'est nécessaire sur des dossiers un peu complexes. Et je tiens à saluer vraiment l'investissement de Mme Gombert et de Mme Fougerousse en particulier, qui collaborent fortement avec Martine Courbon, la présidente de l'UMI, et les services de la Chambre de commerce. Demain, nous œuvrons autant au niveau de l'UMI que la CCI sur certains points pour voir se conforter des aides, des accompagnements nécessaires, tant sur le chômage partiel. Nous arrivons à avoir une visibilité maintenant jusqu'au 31 janvier. Il faudra qu'elle soit plus prononcée et plus durable. Un accord sur les congés payés a eu lieu, il est à saluer.
Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Les temps sont durs, mais c'est en collaborant qu'on arrive à faire un chemin ensemble. Merci aux participants et merci aux participants actifs et aux intervenants actifs de ce soir. Avant que je donne la parole à Madame Fougerousse, j'ai une question d'un de nos auditeurs qui demande comment peut-on aborder le sujet de la taxe audiovisuelle qui a été réglée avec la TVE de juillet à 100% avec des mois de fermeture. Est-ce que cet élément, tu te sens en capacité à y répondre? Oui, c'est un point sur lequel on a demandé, quand je dis on, c'est l'UMI a demandé à avoir une dérogation particulière sur la taxe audiovisuelle. On n'a pas obtenu gain de cause, mais on est sur d'autres sujets de manière à pouvoir alléger certaines taxes à régler. Et je pense à la CFE par exemple, qui est de nouveau un dossier qui est sur la table de Bercy, puisque notre président au niveau de l'UMI a réabordé ce sujet directement avec Bruno Le Maire il y a moins de 8 jours. Merci Alain de ton intervention et tu as répondu également à une question sur la CFE et je sais que tu mènes le combat et merci de ta présence. Je vais donner maintenant la parole à Bernadette Fougerousse, directrice régionale adjointe de la Directs Auvergne-Rhône-Alpes. Bernadette, on va aborder peut-être le chômage partiel. Voilà, donc je mets le micro là pour que ça passe le mieux possible. Voilà, Bernadette, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous le savez maintenant, mais la Directs, c'est le service de l'État qui assure la gestion de l'activité partielle. Alors l'activité partielle, elle sert à quoi? L'activité partielle, elle sert surtout à préserver les emplois, à faire en sorte que vos entreprises puissent conserver les salariés et puissent conserver les compétences de vos salariés. Donc effectivement, c'est un système d'indemnisation qui permet de faire en sorte que les salariés ne soient pas licenciés et puissent continuer pendant ces périodes où vos entreprises sont fermées à être indemnisés pour que dès la réouverture, vous puissiez retrouver vos salariés et les compétences qu'ils détiennent. Sur votre secteur, hôtellerie, café, restaurant, cela a été dit, vous faites partie effectivement des secteurs qui ont une fermeture administrative. Donc au niveau de l'État pour l'activité partielle, vous faites partie des secteurs qui sont le mieux indemnisés. C'est pour ça que l'activité partielle couvre 70% de prise en charge avec un plancher qui est sur le SMIC horaire à hauteur de 8,03. Les salariés bénéficient également du même niveau d'indemnisation. Et monsieur le Président de l'UMI, monsieur Grégoire, vous l'avez dit, une annonce a été faite pour que ce niveau d'indemnisation soit aussi garanti pour le mois de janvier. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport au service que je gère à la Directs, nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation qu'au mois de mars ou au mois d'avril, où nous avons été débordés par les demandes d'activité partielle. Donc je pense que ce qu'il faut dire à vos entreprises, c'est que si elles ont un quelconque problème, actuellement nous sommes en capacité de les rappeler au téléphone sans aucune difficulté particulière pour les guider si jamais il y a une question ou une autre. Notamment, nous avons toujours un système de gestion automatique sur les décisions. Si une entreprise a des besoins urgents, elle peut se signaler et je peux revenir à un système de gestion de signature individuelle, ce qui peut permettre de faire gagner des délais pour ensuite l'indemnisation au titre de l'activité partielle. Voilà, donc surtout que les entreprises n'hésitent pas. Le point d'entrée, c'est la boîte mail activité partielle qui a déjà été communiquée. Je peux vous la rappeler. ara-ud.activité-partielle@direct.gouv.fr. Cela a déjà été dit, effectivement, les règles sur l'activité partielle changent régulièrement et la meilleure façon d'être à jour, c'est d'aller sur le site du ministère du Travail, où il y a effectivement toute une série de questions
qui détaille point par point les questions particulières qui peuvent se poser au moment de la mise en activité partielle des salariés. D'un jour sur l'autre, on peut avoir une annonce par la presse qui va changer le taux. La dernière annonce, Monsieur Grégoire, vous l'avez dit, c'est l'annonce sur les congés payés. Donc je peux dire que là aussi, vos entreprises ont été entendues, puisqu'il a été acté la prise en charge de 10 jours de congés payés pour les entreprises qui sont les plus impactées par la crise sanitaire et bien évidemment le secteur de l'hôtellerie, café-restaurant est concerné. Donc pour bénéficier de ces 10 jours au titre des congés payés, deux conditions. Il faut que l'activité ait été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d'au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020, ou il faut que l'activité ait été réduite de plus de 90%. C'est une baisse qui est calculée sur le chiffre d'affaires pendant les périodes en 2020 où l'état d'urgence sanitaire était déclaré. Donc, cette mesure va pouvoir être mise en place début janvier et nous attendons pour la fin du mois de décembre un décret pour donner une base réglementaire à cette nouvelle annonce qui a été faite par le gouvernement tout début décembre. Sur l'activité partielle, voilà un petit peu les deux points. Maintien d'un niveau d'indemnisation sur la base la plus élevée, rajout de la prise en charge de 10 jours de congés payés. Voilà, essentiellement les deux nouvelles qui concernent ce secteur hôtellerie, café, restaurant. Bernadette, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous rappeler la porte d'entrée mail de la Directe? Alors, la porte d'entrée mail de la Directe, c'est celle que je viens de vous donner, la boîte activité partielle, c'est-à-dire ara-ud63 activité-partielle @direct.gouv.fr. C'est l'adresse, Monsieur le Président, qu'on a aussi communiquée à la Chambre, de façon à ce que la Chambre, lorsqu'il y a une question à laquelle elle ne sait pas répondre, puisse renvoyer aussi sur mes services. Et après, comme la plupart de mes agents sont en télétravail, une fois qu'il y a un mail qui arrive, par contre, les entreprises peuvent être rappelées après par téléphone par mes agents. Ah bien. Alors, vous avez compris, je vais le rappeler, si à un moment donné, avec nos trois invités avec lesquels, hélas, nous sommes en synergie depuis le mois de mars, si vous avez une inquiétude pour pouvoir toucher un de ces services, un numéro de porte d'entrée, numéro de téléphone 04 73 43 43 43. Notre chambre sera en capacité à vous redonner tous les éléments de contact, aussi bien avec la Directe, avec la DGFiP, qu'avec la partie URSSAF. Merci Bernadette. Alors bien entendu, si je me permets d'intervenir comme cela, c'est parce que je vois arriver les questions et je les retransmets en fonction de nos intervenants. Je vais maintenant donner la parole à Madame Aube Pouchin, qui est l'inspectrice principale de la DGFiP 63, et elle pourra aborder, sans rentrer trop dans les détails, sinon ça va devenir complexe, mais cependant, vous avez compris que vous pouvez rentrer en dialogue avec eux. Elle interviendra sur les aides disponibles pour ce secteur en particulier, hein, des cafés, hôtels, restaurants. Elle évoquera également le fonds de solidarité, les reports, les dettes et bien entendu la méthodologie pour pouvoir bénéficier de ces accompagnements. Aube Pouchin, si vous voulez bien, la parole est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, dès le début de la crise sanitaire, vous l'avez rappelé, la DGFiP a participé donc à la mise en œuvre de plans avec des mesures de soutien et d'accompagnement pour les entreprises. Alors, en effet, la plus connue ou peut-être la plus emblématique, c'est le fonds de solidarité qui est au cœur des préoccupations dans bien des secteurs. Pour autant, il existe également d'autres mécanismes qui ont été institués pour permettre d'amortir les effets de la crise,
Donc, je vais essayer de vous dresser un panorama un petit peu complet de l'ensemble du dispositif. C'est pourquoi, en effet, je ne pourrais pas rentrer dans un détail technique parce que là, on est sur des mesures qui sont effectivement à la fois très changeantes et très techniques. Au fil du temps, il y a eu des évolutions quand même assez marquées. Donc, je vais essayer de vous donner de l'information assez générale et sachant qu'après, effectivement, on a des portes d'entrée vers les services qui permettent d'affiner et d'être plus dans le cas par cas. Alors, tout d'abord, vous pouvez retrouver donc de l'information utile via 2 outils qui sont très importants. Une plateforme téléphonique qui a été mise en place vraiment ad hoc, que vous pouvez joindre au 0806 000 245. Oh, répétez, Voilà, 0806. 0806 000 245. Merci bien. Donc, cette plateforme, elle délivre de l'information générale et elle permet en fait d'orienter les professionnels vers les bons interlocuteurs. En revanche, elle ne pourra pas traiter vraiment du dossier au cas par cas. C'est vraiment, on va dire, un hub, si vous voulez, plus que réellement un service de gestion. Je me permets, mesdames, de vous interrompre quelques instants. J'ai une question. Alors, les salles de sport, j'imagine, rentrent dans cette réflexion. Oui, merci, c'était une question qui nous Pour était... l'activité partielle. Pour Oui. l'activité partielle. Et en ce qui concerne votre intervention, j'ai une autre question. Est-ce que les hébergements touristiques sont concernés par l'ensemble de ce qu'on évoque? Alors, oui, globalement, les mesures que j'évoque couvrent l'ensemble des secteurs d'activité et en particulier tout ce qui est hébergement, restauration, etc. Merci bien. Donc, en dehors de cette plateforme téléphonique que j'évoquais, il y a également un site internet qui est vraiment une porte d'entrée où il y a également beaucoup d'informations, qui est le site www.economie.gouv.fr à la rubrique Covid-19 et où on trouve une sous-rubrique donc soutien aux entreprises, les mesures, où là il y a effectivement un descriptif de l'ensemble du panel de mesures et également une foire aux questions qui est assez complète et assez détaillée, où vous pouvez retrouver également de l'information générale. Donc ça, ce sont vraiment deux points d'entrée clés. Alors pour entrer un petit peu plus dans le détail, donc en ce qui concerne le fonds de solidarité, donc qui a été créé le 25 mars 2020, au départ pour les petites entreprises et les indépendants, qui a été ensuite à la fois réactivé et élargi avec le 2e confinement. Donc ce dispositif-là, il a vraiment eu une évolution constante sur la période pour, j'allais dire, prendre en compte de façon affinée au fil du temps les besoins des entreprises et être renforcé. Alors sur le plan pratique, là j'attire votre attention, il faut que les entreprises fassent leurs demandes donc directement sur le site www.impôts.gouv.fr, mais il faut passer par la messagerie sécurisée de votre espace particulier. Quand bien même vous intervenez, j'allais dire, sur le site en tant que professionnel pour votre entreprise, il faut rentrer par la messagerie de l'espace particulier, c'est très important. En renseignant donc après un formulaire dans lequel on va vous demander tout d'abord le SIRET, le RIB, et en fait où ensuite on va demander le chiffre d'affaires à la fois de la période concernée et de la période de référence, alors qui selon les cas n'est pas toujours la même, mais en gros qui se situe sur N-1, puisqu'on compare, forcément on cherche à établir une perte de chiffre d'affaires, donc on compare un chiffre d'affaires actuel et passé. Alors, sachant que sur le calcul du chiffre d'affaires, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très technique. Sachez notamment que tout ce qui est vente à distance est extourné, ce qui donne un avantage aux entreprises, puisque l'idée, c'est de constater une perte de chiffre d'affaires, mais en sortant le chiffre d'affaires de la vente à distance pour la période actuelle, puisqu'on considère en fait ça comme un plus pour les entreprises qui ont pu se convertir à la digitalisation notamment. Donc ensuite, sur la base du formulaire qui aura été rempli par l'entreprise, l'applicatif va calculer automatiquement un montant d'aide. Et donc, une fois que la plateforme aura fait des contrôles de premier niveau, on pourra ensuite avoir des mises en paiement. Alors, il se trouve que sur la semaine écoulée, il y a eu un petit bug informatique, donc les demandes se sont un peu engorgées. Donc nous savons que ça a généré pas mal d'interrogations et de mécontentement pour des professionnels qui ont fait des demandes. Ce problème informatique est maintenant résolu, donc les demandes ont recommencé, j'allais dire, à entrer dans des phases de gestion. Donc là, c'est pareil. Pour ne pas retarder le traitement, il faut éviter de redéposer un formulaire au titre de la même période. Parce qu'alors là, sinon, on génère un doublon
qui régénère un blocage. Donc, j'allais dire là, vraiment, en tout premier lieu, ne redéposez pas un formulaire déjà déposé, sauf à ce que ça soit expressément demandé par votre service de gestion dans le cadre du traitement de votre dossier en particulier. Alors, sur les périodes d'octobre, novembre et décembre 2020, donc on a eu un décret le 2 novembre 2020 qui a précisé les modalités. Pour cette période-là, il fallait que les entreprises aient débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. Alors, au titre d'octobre, le formulaire donc, est disponible depuis le 20 novembre et vous avez jusqu'au 4 janvier pour déposer votre demande, avec des conditions d'éligibilité qui ont été revues, qui ont été élargies, puisqu'il n'y a plus de conditions de chiffre d'affaires ni de bénéfices, et le seuil des salariés est rehaussé à 50. Et alors ensuite, il y a 3 régimes d'aide selon la situation de l'entreprise, sachant que l'entreprise peut très bien avoir relevé différents régimes, auquel cas, vous pouvez très bien dans le formulaire entrer les données pour les 3 régimes, et à ce moment-là, la plateforme va déterminer quel est le régime qui vous est le plus favorable, et vous proposera automatiquement le régime le plus favorable. Mais tout ceci, évidemment, dépend des informations qui sont rentrées. Donc là, il faut être vigilant sur les informations rentrées, notamment une erreur qui a été très couramment rencontrée par les services, c'est qu'en fait, il y a un choix à un moment donné entre, en gros, je suis une discothèque ou je ne suis pas une discothèque. Sauf que la façon dont c'est formulé, c'est vrai qu'elle peut prêter à confusion. Et un certain nombre d'entreprises ont coché discothèque alors qu'ils n'en sont pas, ce qui a pu générer des erreurs par la suite. Donc, si vous voyez que vous arrivez à un montant d'aide qui n'est pas celui auquel vous attendiez, commencez peut-être par regarder cette erreur-là qui a été vraiment très fréquemment rencontrée. Au titre du mois de novembre, donc le formulaire, là, il est en ligne depuis le 4 décembre et vous avez jusqu'au 31 janvier 2021 pour déposer la demande. Et là, donc, on a des aides qui peuvent être portées, donc, qui peuvent aller jusqu'à 1 500 ou jusqu'à 10 000 euros suivant les secteurs d'activité et là aussi suivant le pourcentage de perte de chiffre d'affaires. Pour ce qui est de décembre 2020, donc là, on a plusieurs situations également qui se dégagent. On a des entreprises fermées administrativement, donc qui pourront accéder au fonds de solidarité, quelle que soit leur taille, avec un droit d'option entre une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 euros ou une aide jusqu'à 20% du chiffre d'affaires 2019, dans la limite de 200 000 euros par mois, sachant que ce plafond, il est entendu au niveau d'un groupe. Et donc là, ce sont des mesures dont les modalités sont en cours de définition. Donc il faudra suivre sur le site que je vous ai indiqué tout à l'heure, donc sur economie.gouv.fr, la parution des textes pour avoir vraiment les modalités concrètes. Pour les entreprises du secteur tourisme, événementiel, culture et sport. Donc salles de sport sont dedans. Hein. Alors pour celles qui restent ouvertes, mais qui sont quand même touchées par la crise, parce que dans ce secteur, certaines sont en fermeture administrative et d'autres ont pu rester ouvertes, hein, selon les cas. Donc elles aussi, elles pourront, dans certains cas, avoir des aides sans critères de taille, mais sur critères de perte de chiffre d'affaires. Et après, également, bon, les autres entreprises pourront également en bénéficier, là aussi, selon d'autres modalités. Mais là, toute cette partie-là, sur décembre, elle est en cours de définition et de rédaction. On a eu des informations encore hier soir, notamment pour les entreprises de montagne, avec un élargissement du fonds de solidarité pour notamment les stations de ski. On attend également la poursuite du dispositif sur janvier-février. Donc là-dessus, on est un peu dans l'expectative sur les mesures. Pour ce qui est du report des échéances fiscales et pour les délais de paiement. Donc là, les services des impôts des entreprises sont les interlocuteurs privilégiés. Alors, ils peuvent accorder au cas par cas des délais de paiement pour les impôts directs. Donc là, on est hors TVA et hors prélèvement à la source. Mais pour les autres impôts directs, donc ils peuvent éventuellement accorder des délais de paiement et dans certains cas, appliquer des plans de règlement spécifiques Covid-19, y compris pour des dettes qui datent, j'allais dire, du premier confinement, qui n'ont pas pu à ce jour être réglées. Là, on peut avoir des étalements qui peuvent aller jusqu'à 3 ans, ce qui est quand même très, très au-dessus des étalements qu'on pratique, j'allais dire, de façon traditionnelle. Donc, c'est étudié un peu au cas par cas selon la situation des entreprises. Mais là, par contre, vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour demander le bénéfice de ces étalements rallongés, j'allais dire. Donc là, cette fois-ci, là c'est pareil, j'insiste, vous avez un formulaire qui est disponible,
mais sur votre messagerie sécurisée de votre espace professionnel. C'est-à-dire que le fonds de solidarité, c'est via la messagerie d'espace particulier, l'étalement, c'est via la messagerie de l'espace professionnel. Donc là, j'insiste parce que c'est vraiment important que vous choisissiez le bon canal pour ne pas être, débouté pour de mauvaises raisons. Vous pouvez bien sûr, sinon, vous adresser au service impôt des entreprises dont vous dépendez. Il y a également des mesures exceptionnelles de report de paiement pour la taxe foncière. Les entreprises qui sont propriétaires exploitantes de leur local commercial ou industriel peuvent avoir un report de 3 mois de leur échéance. Idem pour la cotisation foncière des entreprises, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, il y a un report de 3 mois sur simple demande auprès de votre SIE qui peut être également pratiqué. On a également pour les modalités de paiement des acomptes d'impôts sur les sociétés et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été adaptés donc pour permettre un étalement du versement des acomptes en fonction du résultat prévisionnel de l'exercice, avec des marges d'erreur qui sont appréciées de façon plus large que précédemment. On a également la possibilité de saisir la commission départementale des chefs de services financiers qui est ouverte aux entreprises. Donc là, peut-être Madame Gombert en dira également un mot, puisque ça, c'est une activité, j'allais dire, qu'on partage avec l'URSSAF, puisque là, l'idée, c'est de permettre à une entreprise d'aborder sa dette sous un angle globalisé en intégrant à la fois des dettes fiscales et des dettes sociales. Et là, on examine éventuellement la possibilité de rééchelonner les dettes de façon rallongée en englobant l'intégralité de ce passif fiscal et social. Donc là, sur le passif social, je laisserai Madame Gombert préciser, hein, mais on est sur la part patronale. On a également, pour les entreprises, la possibilité de saisir le CODEFI, donc le Comité départemental d'examen des difficultés des entreprises, qui est aussi une activité qu'on partage avec différentes administrations, hein, y compris la directe. Bon, c'est sous l'égide du préfet. Mais l'entreprise peut saisir le CODEFI dans le ressort duquel se situe son siège social et en s'adressant donc au secrétaire permanent du CODEFI à la DDFIP du Puy-de-Dôme. Là, de la même façon, on trouve toutes les coordonnées sur le site impôts.gouv.fr. Ce comité donc, pourra, sous certaines conditions, commanditer des audits, accorder éventuellement des prêts. Et jusqu'au 31 décembre 2020, on a la possibilité d'activer des mesures spécifiques Covid-19 sous la forme que ce soit d'avances remboursables, de prêts à taux bonifiés ou encore de prêts participatifs avec des plafonds selon les entreprises de 10 000 à 50 000 euros. Je vais peut-être vous poser une question là qui vient d'arriver. Hein. Je ne sais pas si vous avez la capacité à y répondre. Hein. Je suis toujours extrêmement prudent quand elle arrive comme ça et que je ne suis peut-être pas compétent. L'acompte IS va absorber le peu de trésorerie qui nous reste. Et j'avais une autre question avant. Pourquoi l'acompte IS a été appelé ce jour et non reporté? Il est calculé sur 2019, bien sûr. Est-ce que c'est... Alors, en l'état actuel des choses, en effet, il n'y a pas eu de mesure de report sur les acomptes IS comme il y en a eu sur la taxe foncière ou la CFE. Pour autant, j'ai envie de dire, vraiment, les SIE font vraiment un énorme travail, hein, parce qu'ils gèrent à la fois le fonds de solidarité et tous ces impôts professionnels, mais ils étudient, le cas échéant, des demandes au cas par cas. Donc les entreprises qui se trouvent dans une situation où, j'allais dire, où ça mettrait en péril leur pérennité peuvent aussi s'adresser au SIE pour demander éventuellement des reports ou des réétalements si réellement, j'allais dire, la situation le paiement de l'acompte d'IS les met vraiment durablement en difficulté. Merci, Hob. Je vais peut-être demander à Madame Gombert, directrice donc de territoriale de l'URSSAF, de nous évoquer l'accompagnement de l'URSSAF. Je m'interroge simplement sur le timing que nous avons. Nous disposons de combien de temps encore? Pardon? Un quart d'heure, très bien. Ok, Madame Gombert, je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-Josée Gombert, directrice de l'URSSAF du Puy-de-Dôme. Et donc, je suis ravie d'être ici parce qu'en fait, notre ADN, nous, à la sécurité sociale, c'est dans le paritarisme. Donc, certes, on a une gestion administrative que je représente, mais il y a également des élus, des représentants désignés des organisations patronales et des salariés. Donc, c'est important parce qu'on est vraiment dans le droit fil du sujet. On est là à votre service aussi. C'est ce que je voulais vous dire, hein, le premier message. Deuxième message, donc, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais vous parler des mesures. Donc,
à la fois pour les employeurs, si vous employez des salariés, mais aussi sur votre compte travailleur indépendant, en fait, hein, parce que c'est des mesures qui sont un petit peu différentes et complémentaires. Vous savez qu'au 1er janvier 2020, l'État nous a confié la gestion du régime des travailleurs indépendants. C'est pour cela que je vais vous parler également de travailleurs indépendants. Alors, je voulais tout d'abord parler des employeurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les reports sont poursuivis, les reports des cotisations, et il y a un renforcement, un élargissement de certaines mesures, en gros. Hein. Donc, je vais vous parler d'abord des reports possibles du paiement des cotisations salariales et patronales, les deux. Donc, qui est concerné? C'est les employeurs qui ont la possibilité de reporter toute une partie de ces cotisations salariales et patronales. Alors, pour les échéances du 5 décembre, c'est passé. Mais pour l'échéance du 15 décembre, c'est en cours. Et c'est la même chose qui a été faite déjà en novembre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un nouveau report possible de ces cotisations. Il faut que les employeurs complètent un formulaire en ligne de demande préalable. Et en l'absence de réponse de l'URSSAF sous 48 heures, c'est important, cette demande est considérée comme acceptée. C'est pour simplifier la vie des entreprises. Donc ensuite, ce qui est important à expliquer aussi, c'est qu'il n'y a aucune pénalité ni majoration de retard qui n'est appliquée. Parce que les majorations de retard, vous savez, c'est loyer de l'argent, c'est des majorations complémentaires, c'est assez élevé. Donc, dans cette condition, il n'y a pas de majoration ni de pénalité appliquée. Alors, je vous disais tout à l'heure, les mesures ont été renforcées et élargies. C'est le deuxième message. À savoir qu'on s'adresse à des employeurs de moins de 250 salariés, mais aussi à des employeurs de moins de 50 salariés. Employeurs de moins de 250 salariés, c'est toutes les activités principales dans notre secteur tourisme, hôtel, café, restaurant, culture, sport et événementiel. Il faut que l'activité, qu'il y ait une baisse d'activité partant d'au moins 50%, hein, dans les règles de droit de ces mesures. Et pour les employeurs de moins de 50 salariés, il faut que ce soit des secteurs qui fassent l'objet d'une fermeture administrative. Donc, il y a des listes qui sont publiées, que vous pouvez retrouver sur les sites de nos partenaires, qui permettent de savoir si vous êtes ou pas dans ces listes. Enfin, vous le savez, mais si en tout cas vous êtes identifié comme fermeture administrative. Alors là, dans ce cas-là, donc, on peut avoir une exonération sur les périodes de septembre, octobre et novembre. Et vous pouvez également avoir une aide pour payer les cotisations de 20% des rémunérations au titre de ces mêmes périodes d'emploi. On fera passer le document, je le disais à M. Bardin, pour si ça vous intéresse. Donc, les secteurs éligibles, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, certes, il y a eu des annonces de M. le maire, du ministre de l'économie et des finances pour l'élargissement de ces deux listes, mais il n'y a encore pas de décret d'application, donc je ne peux pas en parler. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces dispositifs d'exonération en paiement, la nouveauté, c'est que pour les entreprises qui sont rentrées dans ce dispositif, en fait, la mise à jour des secteurs est rétroactive. Ça veut dire qu'en fait, une entreprise qui rentre dans ce nouveau secteur pourra être éligible aux mesures sur la période, comme disait Mme Orbe-Bouchard, de février, avril ou de février à mai. C'est rétroactif, puisqu'ils sont à nouveau, ils sont éligibles à ces mesures. Et bien sûr, tout ça, il faut le matérialiser par une déclaration de cotisation. Et donc, ces déclarations devront être faites au plus tard le 5 ou le 15 janvier 2021 par le biais de la déclaration sociale nominative du mois de décembre. Il y a des codes particuliers, codes techniques professionnels, il y a des codes particuliers. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de l'URSSAF, quand même, c'est qu'un chiffre juste que je vais vous donner, les secteurs les plus impactés dans les montants de report de cotisation, toujours dans les reports de cotisation, c'est quand même jusqu'à 8 établissements sur 10 débiteurs en hébergement-restauration. C'est la première catégorie d'entreprises. Après, c'est les commerces et la construction, pour donner quelques chiffres. Donc, au niveau des employeurs, j'ai fait un peu le tour du sujet. Pourtant, s'il y a des questions, vous pourrez les transmettre par la suite. Je vous disais, j'allais vous parler de deux choses, les employeurs et les travailleurs indépendants. Donc, maintenant, je parle des travailleurs indépendants pour les comptes personnels de vos adhérents. Donc, en fait, là, il y a un report automatique de cotisation personnelle. Donc, on est personnel du mois de décembre, à l'identique de ce qui s'est passé en novembre. Et donc, les prélèvements des cotisations est suspendu pour les échéances de 5 et 20 décembre. Mais ceux qui le peuvent ou qui le veulent peuvent quand même régler leur cotisation. Moi, j'ai encore des chèques qui arrivent pour des employeurs, pour des travailleurs indépendants, qui préfèrent payer plutôt que de reporter assez longtemps dans le temps les échéances. Donc, pour les dettes Covid, donc aucune démarche à effectuer. Peut-être. Je vous en prie. Non, mais je vous en prie. Et je sais qu'on est embêté avec nos masques. Oui. Si vous pouvez parler un peu moins vite. D'accord, c'est moi. Voilà, c'est un retour que j'ai parce que les informations que vous donnez sont importantes. Pas de souci. Et je sais qu'avec le masque, on a une communication qui est moins fluide. Hein. Vous avez raison. Donc, en fait, je répète, donc, le prélèvement des cotisations personnelles est suspendu pour les échéances mensuelles des 5 et 20 décembre, mais ceux qui peuvent payer leurs cotisations, ils sont invités à les régler, bien entendu, s'ils le peuvent.
La deuxième idée que je voulais émettre, c'est que les travailleurs indépendants qui payent par un autre moyen de paiement peuvent ajuster également le montant de leur paiement. Il est possible d'ajuster le montant. Et je vous disais, pour les dettes Covid, donc il n'y a aucune démarche à effectuer, aucune pénalité ne sera appliquée. Donc finalement, on vous proposera des échéanciers de règlement des cotisations l'URSSAF par nos services contentieux. Et pour les dettes antérieures au Covid, comme vous disiez tout à l'heure, Madame Morin, donc antérieures à mars? Voilà, c'est ça. Les travailleurs indépendants bénéficiant d'un délai de paiement sur des dettes antérieures au Covid peuvent également demander à en reporter aussi les échéances. Donc c'est quand même pas négligeable aussi dans cette période actuelle. Alors ça, c'est le report automatique de cotisation personnelle, comme en novembre. Vous avez à côté de ça un ajustement possible, ça c'est très important, je voudrais insister là-dessus, un ajustement possible des revenus prévisionnels et des cotisations provisionnelles 2020. Donc les travailleurs indépendants pourront de nouveau réajuster le montant de leurs échéances de cotisation provisionnelle 2021, notamment à compter du 4 janvier 2021. Et via leur compte en ligne. Il faut vraiment le faire parce que c'est une façon de nous recalculer les cotisations après de pouvoir envoyer des échéances moins lourdes pour les travailleurs indépendants. J'ai une question pour les travailleurs non salariés. Comment fonctionne l'exonération de cotisations futures? Futur, c'est-à-dire, parce que là, je vous ai donné pour décembre, en fait, oui, oui. Mais donc, je n'ai pas de visibilité sur la suite, j'ai expliqué, j'espère que c'est, enfin, je peux compléter la réponse, mais en fait, on attend les décrets d'application, on ne peut pas appliquer des mesures qui sont juste annoncées par l'État, en fait. Parfait, merci de votre réponse. Alors, l'autre élément que je voulais insister sur le travail indépendant, c'est le dispositif d'aide spécifique, pardon. Donc, il y a une nouvelle aide financière exceptionnelle qui est prise sur le fonds de retraite complémentaire des travailleurs indépendants, qui a été décidé au niveau de l'État. Donc, cette aide est un montant forfaitaire de 1 000 € pour les travailleurs indépendants et de 500 € pour les micro-entrepreneurs. Elle est réservée aux entreprises qui également ont dû cesser leur activité sur décision administrative. Uniquement. Et elle est cumulable avec la prime de solidarité versée par la Direction générale des finances publiques et sera versée pour les dossiers éligibles dans la limite des disponibilités budgétaires. Alors c'est vrai qu'on a eu un afflux de demandes, je voulais le préciser également comme ma collègue, on a eu un afflux de demandes, donc si vous voulez, en fin de semaine, l'URSSAF va envoyer via des courriels aux cotisants qui ont fait la demande, des courriels indiquant soit qu'ils sont éligibles, soit qu'ils ne sont pas éligibles. Et donc, le versement de cette aide risque de se passer sur quelques mois. Elle ne va pas être versée immédiatement pour tous les cotisants, même ceux qui ont droit à l'aide. Je voulais le préciser. C'est-à-dire que ce que vous allez dire, c'est qu'il y aura un retard sur les versements, mais qu'ils viendront dans tous les cas. Ça sera échelonné peut-être en février. Mais il faut nous contacter s'il y a vraiment un souci et on pourra voir ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que vous dites, c'est que les règlements sont bien pris en compte, bien entendu, mais ils seront exécutés avec un délai au regard des nombreuses demandes. C'est ça, parce qu'il y a plus de 1000 demandes, même au-delà, donc il faut pouvoir les gérer. En tout cas, en fin de semaine, retenez que vous aurez un courrier de réponse si vous avez fait cette demande. Pour vous indiquer si vous êtes éligible ou pas. Alors pour terminer, je voulais juste évoquer aussi les moyens de nous contacter et de connaître d'avoir les informations. C'est le mini-site dédié aux entreprises ursaf.fr. Alors tenez, on va faire attention parce que c'est une demande là qu'on nous fait. Redonnez-nous cette information. Alors, le lien. Voilà, alors c'est www.mesure au pluriel covid19.ursaf.fr. Merci, c'est parfait. Donc en fait là vous retrouvez tout par catégorie d'entreprise en fait. Donc c'est important aussi de rallier ces éléments. Ensuite, comme Mme Pouchin, je voulais évoquer une foire aux questions qui est très importante sur le site ursaf.fr. Et donc avec un site internet également qui ressemble à toutes les aides, vous en avez parlé, on fait aussi la communication là-dessus. Il y a un numéro de téléphone non surtaxé dont a parlé Mme Pouchin également, et qui est partagé entre l'URSSAF et les services fiscaux. C'est donc le même que celle que... Je le répète si vous voulez. Voilà, je vais le redonner, c'est 0806 30 245. C'est non surtaxé. Merci. Et alors, je voulais terminer par les questions-réponses, 3 exemples. Issus de la foire aux questions. Alors nous aussi en région, on a mis en place un système pour examiner les demandes qui nous arrivent par courriel en région à partir de cette base de données qu'on a nationale. Donc c'est important que vous nous écriviez parce qu'on vous répond rapidement également. Alors la première question-réponse, une entreprise de la restauration appartenant au secteur S1, c'est les secteurs qui sont identifiés comme bénéficiaires des exonérations, doit-elle faire la preuve de la baisse de son chiffre d'affaires? C'est une vraie question. Une vraie. Eh bien non. Les entreprises dont l'activité principale relève du secteur qui est considéré comme ayant été touché durablement par la crise n'ont pas apporté la preuve d'une baisse de leur chiffre d'affaires.
Pour nous, c'est ça, hein, la règle du jeu. Deuxièmement, un restaurant qui n'aurait pas totalement cessé son activité livraison et vente à emporter peut-il bénéficier de l'exonération et de l'aide? Eh bien oui, la restauration traditionnelle ou de type rapide ou restauration collective est éligible au titre de ce secteur qui est identifié par la liste que l'État a définie. Ainsi, les restaurants peuvent bénéficier de l'exonération et de l'aide au paiement dont j'ai parlé tout à l'heure, même s'ils ont pu continuer leur activité au moyen, par exemple, de la livraison, de la vente à emporter. Ce que Aude Poussin Voilà, a évoqué ça également. rejoint Tout voilà. à fait. Troisième et dernière question, si vous permettez. Un hôtel, café, restaurant peut-il ouvrir droit à l'exonération au titre de son salarié payé au forfait? C'est une façon de régler les salariés. Donc la nature du contrat de travail du salarié, en fait, ne sont pas des conditions d'application des mesures. Pour autant, les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration sont listés dans l'annexe, je vous ai dit, du décret. Là. Et un employeur relevant de ces secteurs de moins de 250 salariés est éligible au dispositif dans la mesure où ses salariés sont rémunérés, même si c'est sur la base d'un forfait. Il faut retenir ça, il n'y a pas de... on n'assimile pas au type de versement du revenu. Donc, dans le cas où l'employeur applique un abattement d'assiette ou une assiette forfaitaire, c'est cette assiette abattue ou forfaitaire qui doit être retenue comme assiette de l'exonération. C'est un peu technique, mais les personnes comprendront. J'imagine que ceux qui sont impactés par ça le comprennent. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. En tout cas, vous avez mon adresse mail et moi, je suis votre porte d'entrée, je le redis, mais pour orienter les demandes de vos cotisants au fil de l'eau. Très bien. Est-ce que nous disposons encore de quelques minutes? Oui, merci. J'ai une question. Alors, je vais d'abord poser cette question, et puis après, je ferai un commentaire. Bon, pour le moment, nous n'avons reçu aucune modalité sur les échelonnements de dette des entreprises. Plusieurs dossiers, car payés en cabinet comptable. Comment cela va-t-il se passer? Est-ce qu'on est en capacité à répondre à cette question ou elle n'est pas suffisamment formulée? Oui, je ne comprends pas très bien plusieurs dossiers, car... Alors, nous n'avons reçu aucune modalité sur les échelonnements de dette des entreprises. Est-ce que là, on peut... Alors, pour les échelonnements de dette des entreprises, disons qu'on a abordé un peu le sujet par différents aspects, parce que c'est vrai qu'on en a parlé pour ce qui concerne les échelonnements via les SIE, donc les services impôts des entreprises, qui peuvent échelonner des dettes professionnelles, via la CCSF, donc la commission des chefs de services financiers, qui peut également échelonner le passif fiscal en intégrant le cas échéant du passif social. Donc c'est une autre possibilité, j'allais dire, d'étalement de la dette qui peut être envisagée. Et sachant que j'ai évoqué également la question donc, des plans spécifiques Covid, pour lesquels, là, on peut intégrer, j'allais dire, tout type de dette professionnelle, selon la situation de l'entreprise, sur des délais qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Donc je ne sais pas si la question je pense est couverte par là. Si à un moment donné, la question concernait l'étalement de l'URSSAF aussi. Ah oui, donc là, toute notre procédure contentieuse, on appelle, a été stoppée depuis plusieurs mois, bien entendu. Et donc là, elle va redémarrer peut-être en janvier, mais il y aura une bienveillance auprès des cotisants, je vous expliquais tout à l'heure, puisque même des cotisations antérieures au Covid pourront être à nouveau reportées, même si y a des plans d'appurement. Donc voilà, il y a un système d'individualisation, de personnalisation finalement de la dette ou du retard avec le cotisant en question, nous n'avons pas encore repris notre recouvrement forcé, on dit, auprès du huissier, notamment, c'est ce qui intéresse les entreprises, je pense. Donc aujourd'hui, vous avez en tant qu'URSSAF un regard particulier sur une situation particulière et vous n'êtes pas encore rentré dans le fonctionnement classique de l'URSSAF qui pouvait... Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un regard particulier. Voilà. Ce que j'ai de nombreuses questions. Alors ne pensez pas que je souhaite faire une forme de sanction sur certaines questions, mais il y en a qui ne correspondent pas à notre auditoire. Nous, ici, et d'ailleurs j'en fais partie, nous en faisons partie au titre de la Chambre de commerce, aussi bien la Directe, aussi bien la DGFiP, aussi bien l'URSSAF, nous appliquons les décisions de l'État. Voilà, nous ne pouvons pas recevoir des plaintes qui s'adressent au monde politique. Mais à la différence de ces 3 dames qui ont accepté de venir ce soir pour faire ce webinaire, la Chambre de commerce, c'est la voix des entreprises. Et elle est représentée sur l'ensemble du territoire. Nous ne sommes pas là pour incriminer l'État, mais pour lui faire le retour de la vie des territoires et de la vie de l'économie.
ensuite aux hommes politiques et au gouvernement de légiférer, de faire des propositions, et ensuite ici, on s'adaptera à ces règles-là. Voilà, donc, bien entendu, les questions sensibles et les souffrances dans lesquelles vous êtes, nous les ferons remonter et nous les faisons remonter. Alain Grégoire le sait, on le fait aussi bien au titre du réseau des chambres au niveau national. Nous essayons de diffuser le maximum d'informations techniques qui vous permettent de profiter de ces accompagnements et d'être moins dans la souffrance. Je mesure le décalage qu'il peut y avoir entre des situations très particulières de tout un secteur qui réalise parfois son chiffre d'affaires à ces périodes particulières. Je pense aussi aux salles de sport qui font 30% de leur chiffre en septembre, au niveau des rabonnements, peut-être 20% en janvier. Donc vous voyez, nous le mesurons. Et ces éléments-là, bien entendu, chaque chambre sur ce territoire le fait remonter au service de l'État par le biais de la préfecture et par le biais de notre réseau auprès du ministre des Finances. Je voulais également, peut-être dans la phase de conclusion, de vous dire que le 16, c'est-à-dire demain, je réunis au sein de votre chambre de commerce les secteurs, les responsables des secteurs de ce département, hein, qui est notre compétence. Je réunis des responsables des salles de sport, des responsables bien entendu des métiers de la restauration, de l'hôtellerie, des restos et des traiteurs. Je réunis des gens de l'événementiel. Je réunis tous ceux qui sont en amont, la filière en amont de la partie restauration. Je pense aussi à nos viticulteurs. Je les réunis au sein de notre chambre de commerce en présentiel. Donc j'ai choisi avec eux leurs représentants. Et j'ai également invité l'ensemble de nos parlementaires. Je pense à nos sénateurs et à nos députés. Et je pense également à notre sous-préfet Calalo, qui est en charge de l'économie du territoire. Et c'est à ce moment-là, dans ces moments-là, que nous faisons passer la réalité de la souffrance de nos territoires. Et nos parlementaires, et je peux vous promettre qu'ils font le travail, nos parlementaires et le corps préfectoral fait le point sur ce qui est exprimé. Et pour participer à de nombreuses réunions sur le plan national, en visio, hein, comme nous le faisons aujourd'hui, je mesure que chaque chambre sur ce territoire fait remonter des choses qui sont quasiment identiques, parce que les souffrances qui sont vécues aujourd'hui dans les stations de sport d'hiver du Puy-de-Dôme, du Cantal ou dans la Haute-Savoie ou en Savoie sont les mêmes souffrances. La vie des hôtels, cafés, restaurants à Clermont-Ferrand, à Paris, à Marseille, à Lyon, à Lille, en Bretagne, sont les mêmes. Alors à un moment donné, la puissance de ce réseau qui sont vos chambres portent auprès du ministre des Finances l'état de la souffrance et des propositions concrètes. Et c'est ce que nous allons faire demain avec nos parlementaires, avec vos parlementaires ici. Mesdames, je tenais sincèrement à vous remercier de votre présence, parce que depuis le mois de mars, vos services sont mis sur le grille. Non seulement il faut faire le basique, mais en plus il faut faire face à tout. Alors, bien entendu, en face de vous, je sais que vous mesurez la détresse dans laquelle sont nos entreprises, et votre engagement est à souligner, parce que vous répondez en permanence à ce que l'État vous autorise à faire. Et je vous remercie également ce soir d'avoir été présent. Bien sûr, toutes les questions n'ont pas été complètement traitées, mais j'ai envie de dire que, allez, on va faire un 80-20, hein, c'est un bon chiffre. 80 ont été traités, 20 vont l'être, parce qu'elles ont été prises en compte. Notre responsable Julie Cardozo, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui a géré ce webinaire, les a prises en considération, et nous les répercuterons à nos intervenants. Et j'ai vu que pendant le webinaire, elle mettait également les numéros de téléphone et les mails qui vont vous permettre de vous tenir au courant. Incitez les gens de votre profession qui ont été évoqués, parce qu'on a un peu fait le tour de mesures qui s'adressent, oui, aux hôtels, cafés, restaurants, mais également
à ceux qui sont en fermeture administrative. Donc, ces informations-là méritent d'être partagées. Vous pouvez leur dire que ce webinaire technique et pas du tout politique sera présent sur le Facebook de votre chambre, sur LinkedIn, sur Twitter, sur la chaîne YouTube de votre chambre de commerce, sur le site internet de votre chambre de commerce. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'est avec émotion que nous traitons ces éléments, avec beaucoup d'humanité. Et une nouvelle fois, je vous remercie, mesdames, de votre présence. Et nous aurons certainement d'autres webinaires. Et le seul souhait que je puisse faire, c'est que nous nous retrouvions bientôt sans masque et sortis de ce moment extrêmement brutal pour notre économie. Merci mesdames, merci à vous tous de votre présence et à bientôt et j'ai envie de dire et en bonne santé.